Monsieur le Président, Monsieur le Doyen, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers étudiants, honorable assistance, c'est pour nous un réel plaisir et une grande joie de coordonner les travaux de cette vidéoconférence qui se caractérise par la présence significative d'éminents universitaires et experts nationaux et internationaux. À cette occasion, permettez-nous de nous joindre à Monsieur le Président et à Monsieur le Doyen pour exprimer toute notre gratitude et nos vifs remerciements à nos intervenants nationaux et internationaux pour avoir répondu à notre invitation et participé à cette plateforme d'échange et de partage d'expériences sur les approches fiscales pour pallier les effets du Covid-19 et d'apporter leur contribution aux travaux de cette conférence et leur expertise au service de l'avenir des finances publiques impactées par la crise sanitaire. Le monde vit dans une plus forte récession économique, sans précédent. Elle est totalement différente de celle qu'a connue l'histoire de l'humanité auparavant. Les conséquences dévastatrices et budgétivores de cette crise, qui a aggravé les économies de plusieurs pays, sont le résultat d'une mise en quarantaine des moyens de production et de la baisse de la demande. Autrement dit, ce marasme économique inédit se caractérise par une crise simultanée de l'offre et de la demande. Il s'agit en fait d'un dur triple coup, avec un choc de demande, un choc d'offre et un choc financier qui frappent tous en même temps. Dans cet environnement en mutation rapide, il est extrêmement difficile de quantifier l'impact de cette crise sur l'économie, sans parler de la difficulté de déterminer les bonnes stratégies pour remédier ces effets sur la production, les dépenses des ménages, les investissements des entreprises et le commerce international. Face à cette situation, plusieurs décideurs et spécialistes ne savent à quel sens vouer. De ce fait, les politiques économiques pour sortir de la crise induite par le coronavirus sont guidées par la rhétorique de la théorie de Keynes ou bien de celle de Milton Friedman. D'autres trouvent dans l'union contre nature du keynésianisme et du monétarisme un étonnant syncrétisme pour atténuer les effets économiques et sociaux de l'actuelle crise. Globalement, cette crise a montré les défaillances de la gouvernance mondiale, l'importance du rôle de la recherche et développement, la montée du capitalisme numérique et la réhabilitation des fonctions de l'État garant et gérant. Car on a tous compris que le marché est incapable seul de faire face à cette crise. Conscient que les réactions à la crise seront différenciées selon les États, les régions et les continents, le laboratoire des études et de recherche en sciences économiques et gestion, qui se veut un véritable laboratoire pour les idées novatrices et les réflexions stratégiques à mettre à la disposition des décideurs, a organisé cette plateforme d'échange et de partage d'expériences sur cette problématique de politique fiscale comme alternative pour pallier les impacts du Covid-19. À vous la parole, Monsieur Bratz. Merci, Madame Aouatef. Monsieur le Président, Monsieur le Doyen, Monsieur les vice-doyens, chers conférenciers, chers collègues, chers amis, les représentants de la presse nationale, honorable assistance. Il est clair que les pays émergents n'ont pas des moyens de manœuvre comparativement aux pays développés pour freiner les impacts de cette crise sanitaire. Les marges de manœuvre au Maroc, à l'instar des autres pays de l'Afrique, sont limitées. Notre économie est fortement dépendante de l'étranger, aussi bien pour combler ses besoins que pour assurer la survie de plusieurs activités économiques, à savoir le tourisme, l'offshoring, le textile, l'automobile, les transferts des MRE. Il est clair que notre système social est marqué par des nombreuses fragilités mises à nu par le Covid-19. S'agissant de la politique budgétaire, il souffre de plusieurs dysfonctionnements. Ceci dit, ce n'est plus simplement la gouvernance financière qui est à repenser, mais toute la doctrine qui la soutient. Sans trop tarder, je passe la parole à notre éminent professeur Mohamed Harakat, connu et reconnu par ses travaux de recherche sur la diplomatie économique
et sur la bonne gouvernance et auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier est la nouvelle diplomatie économique en Afrique. À vous, Monsieur Mohamed Harakat, je vous la parole. Je voudrais d'abord remercier M. le Président, Dr Nabil Fimina, qui nous a honorés ce matin. Je remercie également qui a fait un sujet, et en même temps tous les vice-doyens, les organisateurs. Je disais essentiellement professeur Awad Faissaoui et professeur Simouhsin Bakhat. De même, c'est une occasion de rencontrer. Donc, je remercie les collègues, les organisateurs. C'est une occasion de rencontrer nos étudiants, nos chers collègues à l'université Sultan Moulay Slimane. Et je voudrais juste, chers collègues, signaler que ce n'est pas la première fois que j'assiste à une conférence organisée par l'université. J'étais il y a 2 ans et j'ai fait une conférence et c'est une occasion de rencontrer mes collègues, les intervenants, M. José Hollandais et le professeur Rachid Khili et Sihia El-Issaoui, qui ont tous préparé des communications. Généralement, lorsqu'on programme un intervenant au début, c'est une responsabilité. On doit d'abord gérer le temps qui nous est imparti et en même temps de respecter les consignes données. Après, un petit peu, je vais donner 6 constatations, 6 constatations importantes. Comme l'a souligné Madame Mawar, au sujet de la crise et du marasme économique international, je voudrais faire la première constatation, c'est le caractère dramatique de la crise sanitaire. C'est un état critique et surtout la première constatation, c'est de souligner ses effets socio-économiques et humains à l'échelon mondial. Marx l'a dit, le système libéral, il est contradictoire, il est dynamique. À chaque fois qu'il confronte une crise, il essaie par tous les moyens de dépasser ces crises. Comme je l'ai dit, la situation il est critique dans tous les pays du monde, même dans les pays industrialisés, les grandes puissances internationales. Et surtout, comme l'a dit Spinoza, il ne faut pas ne pas rire, ne pas pleurer. Il faut comprendre. Et je pense que ma communication permet de situer le sujet de la politique fiscale dans son contexte international, national et régional même. Surtout maintenant que l'hôpital, le service de la santé, il fait l'objet d'un débat international, surtout avec le libre-échange et l'union libérale. Il a fait des hôpitaux de deuxième rang. Et pour cela, il faut situer les acteurs de cette gouvernance mondiale. C'est ma deuxième présentation. Il faut souligner ce désordre mondial, ce déficit des instances de gouvernance globale. Parce que, et je voudrais aux étudiants surtout préciser ce que je voudrais dire par ce déficit et par cette gouvernance mondiale et ces acteurs, parce que les instances de la gouvernance mondiale, c'est d'ailleurs les Nations Unies, le FMI, la Banque mondiale, ce sont des acteurs. Et j'ajoute également l'Organisation mondiale de la santé. Et maintenant, le débat est de poser cette question, dans quelle mesure ces instances de gouvernance mondiale ont été capables de gérer et de maîtriser surtout la crise sanitaire. Dans quelle mesure ils ont réussi. Surtout que maintenant, tout le monde est d'accord de dire que la gouvernance mondiale, il est seul capable de
de prendre en charge la destinée de notre planète. Il a une responsabilité universelle. Et bien sûr, avec les différents acteurs. Surtout que depuis les années 90, on a commencé à parler de la planète village. C'est-à-dire que la planète devient un village grâce aux moyens de communication, d'information, de communication, d'une mairie. C'est la mairie qui peut réguler un maire efficace, démocratiquement, et moi, a une vision humaine des choses. Ça, c'est important. Là, donc, il faut le souligner ce problème difficile de leadership. Maintenant, il y a un problème de leadership mondial et ce désordre mondial, il est généralement justifié parce que parfois, il y a des auteurs d'un désordre organisé. Mais je ne vois pas dans cette crise qui touche les pays développés et les pays en voie de développement. Troisième constatation, il réside dans les nouveaux paradigmes de la sécurité humaine et du bien économique commun. Parce que maintenant, la sécurité a changé. Il devient plus large. La sécurité environnementale, économique, alimentaire, culturelle et sanitaire. Est passé de pour faire de la santé le pilier de la sécurité des parce que d'ailleurs c'est un cogito cartésien relatif à Descartes, il a fait de la santé, il était considéré chez Descartes dans son discours sur le mieux comme le bien le plus précieux. Il est la base de tous les biens. D'ailleurs, l'autre sécurité, c'est la sécurité éducative et la sécurité de la santé. La santé, il est devenu un bien commun mondial, un bien commun mondial, au sens donné par le Jean Triol, économiste, dans son ouvrage, le prix Nobel. Jean Triol, c'est un auteur, c'est un économiste, prix Nobel 2014, dans son ouvrage Économie du bien commun. Et pour tous les auteurs, il faut encourager la coopération entre tous les acteurs de la gouvernance mondiale et des États pour protéger les vies humaines, parce que maintenant, il y a énormément de décès. Au 14 mai, on compte 27 427 décès en France et plus de 82 000 aux États-Unis et 1300 au Brésil. En Afrique, les pays les plus touchés, on peut citer l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, il est classé troisième au niveau des gens et des personnes impactées. Et puis, il y a le quatrième pays, l'Algérie, le cinquième pays, le Cameroun. Il y a d'autres. Et cette situation-là pose comment dirais-je, il pose maintenant, il a essayé de revaloriser les médecins, les chercheurs. Maintenant, on parle de grands personnages. On a Didier Roel en France qui devient un personnage universel, tout le monde en parle. Il y a M. Slaoui, le Marocain, qui vient d'être nommé par le président Trump aux États-Unis pour chercher et pour faire des recherches sur le vaccin pour lutter contre la pandémie. Il reste un troisième, si vous me permettez, je vais passer directement maintenant à la gouvernance de l'Organisation mondiale de la santé, parce que l'Organisation mondiale de la santé joue un rôle très important au niveau de la sécurité humaine. Et une petite
quelques éléments essentiels sur cette organisation mondiale. Cette organisation mondiale de la santé fait objet aujourd'hui de plusieurs critiques. Il est présidé par l'Éthiopien Tedros. Et cette organisation mondiale de la santé, elle a été créée en 1948, après la création des Nations Unies. Et dans son charte, on note son objectif essentiel, c'est de donner, de protéger la vie des peuples d'une manière universelle et d'assurer, de garantir l'accès des peuples au bien-être, garantir l'accès à tous les peuples en meilleur niveau de vie, de santé possible, physique, mentale et sociale. Mais cette organisation qui est localisée à Genève, il se heurte à une série de critiques. Parmi les critiques auxquelles se heurte cette organisation mondiale de la santé, on peut citer la lenteur. Personne maintenant n'a une idée claire de ce que fait l'Organisation mondiale de la santé, son efficacité, même au niveau de la lutte contre la pandémie. Puis, il y a énormément des rappels à la réforme de cette organisation. Et je voudrais rapidement vous donner quelques idées qui expliquent la faiblesse de cette organisation. C'est au niveau de son financement. Il y a un conflit d'intérêts, parce que j'ai vu son budget, j'ai constaté que le budget de l'Organisation mondiale de la santé est évalué en 2018-2019 à 5,6 milliards de dollars. Et bien sûr, ce budget est triplé en 30 ans. Et parmi ces limites, d'abord le retrait de l'Amérique, qui a décidé de suspendre tout financement américain, qui représente 22% du budget. La Chine, il représente 7,9%, la France 4,8% de la France. Et le budget qui était destiné par l'Amérique à l'Organisation mondiale de la santé, c'est environ 400 millions de dollars. Mais il y a des experts qui disaient que ce financement-là, cette contribution américaine, l'Amérique elle est perdante parce que l'Organisation mondiale de la santé, il finance énormément. Il a financé 60% des frais lorsque l'Amérique a souffert de quelques catastrophes relatives à la santé. De même, il faut citer également sa dépendance au niveau des secteurs privés. On a remarqué qu'il y a une certaine dépendance financière de l'Organisation mondiale au secteur privé, à tel point qu'on disait pourquoi cette dépendance, peut-être ça touche même son autonomie, son travail, son efficacité. Et une autre critique, les salaires très élevés de l'Organisation mondiale de la santé, par exemple les frais généraux, des salaires très élevés, par exemple 37 000 dollars net pour un administrateur. Et pour un fonctionnaire de rang supérieur, il y a un salaire de 110 000 dollars annuel. C'est-à-dire qu'il y a des frais qui peuvent être orientés vers la santé au lieu d'être orientés vers les dépenses de fonctionnement ou d'investissement. Maintenant, excusez-moi, je vais passer à la quatrième rapidement. Monsieur le Président, la quatrième remarque, il est relative au Maroc. Je voudrais rapidement dire que maintenant on parle de l'État protecteur au Maroc parce qu'il a donné beaucoup d'importance à la vie des citoyens marocains au détriment de l'économie. Et le débat avant coronavirus au Maroc, c'était la critique des institutions de l'État, une défiance, je voudrais dire, une méfiance du discours dominant des responsables, des partis politiques, des entreprises, etc. Mais il est inversé grâce à la prudence, à la pédagogie
la fermeté et mesures par l'État. L'État au Maroc, il devient un modèle en Europe et à l'échelon universel de la manière avec laquelle il a géré la crise, surtout au niveau divers, au niveau de l'éducation, au niveau des moyens de la prévention, la mobilisation de la population, la sécurité. Énormément de mesures ont été prises. Donc, je ne voudrais pas dire beaucoup de choses sur ces points-là. Ils sont très connus au niveau de l'exportation des masques, au niveau des équipements respiratoires médicaux et en même temps au niveau de la diplomatie médicale, la diplomatie adoptée par le Maroc en Afrique, en Europe, ça c'est important. Mais je vais passer pour ne pas dépasser le temps que vous m'avez imparti, je vais passer directement à un point que je considère important. Que faire après cette ère de post-coronavirus? Qu'est-ce que nous devons faire, nous les Marocains? Parce qu'il faut voir après. Maintenant, il y a une tendance de maîtrise, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais rapidement poser quelques éléments clés qu'il faut mettre en relief. D'abord, il y a nécessité de dépasser les paradoxes de la gouvernance de l'État au niveau de l'économie de la rente, au niveau de l'industrie, parce qu'on a constaté que maintenant, il y a toute une évolution au niveau de la reconversion industrielle, au niveau de la promotion des compétences nationales, de donner beaucoup d'importance à la santé, à l'éducation, à la recherche scientifique, puis l'affirmation de la société, de la valorisation des médecins, de l'enseignant, des chercheurs, des compétences nationales. Voilà donc la première remarque à ma connaissance qui doivent être toujours prises en considération. Deuxième élément, c'est de placer le citoyen au cœur de la stratégie de développement en tant qu'acteur principal du progrès économique et social. C'est pour cela le gouvernement, le Maroc, il a placé la santé avant l'économie. Troisième élément, c'est le rejet des mentalités de subordination et de soumission à l'étranger. Il y a maintenant une nouvelle tendance de donner beaucoup d'importance à la valorisation des citoyens marocains et en même temps la valorisation des compétences. C'est-à-dire une évolution vers une confiance en nous, confiance en nos capacités, c'est-à-dire on peut faire beaucoup de choses au niveau de l'économie, au niveau de l'industrie, au niveau de la découverte scientifique, au niveau de l'épanouissement international. Donc, c'est ça le troisième élément. Quatrième élément important, c'est de développer davantage un système de communication stratégique, institutionnel, au niveau de la mobilisation de la population, comment on l'a mobilisé pour le coronavirus, pour dire voilà ce que nous voulons atteindre comme objectif stratégique. C'est important. Le cinquième élément, c'est qu'il faut exploiter cet esprit positif développé chez l'opinion publique, marqué par, comme je l'ai dit, durant la crise, et même durant la crise, par une conscience émotionnelle de soi et de confiance, de solidarité patriotique, de responsabilité sociétale, d'optimisme, de construire un nouveau Maroc et un nouveau citoyen responsable. De même, j'ajoute une autre recommandation, c'est l'apprentissage collectif des techniques d'information et de communication qui jouent un rôle important dans la communication. Et d'ailleurs, nous sommes et ont joué un rôle très important dans la mobilisation de 6 millions d'étudiants au niveau du primaire et au moins 2 millions au niveau du secondaire, au niveau des supérieurs, pour vous dire qu'il y a nécessité de développer davantage ces outils des techniques de communication et d'information. De même, ça c'est important d'ailleurs, mes collègues, c'est sûr, ils vont parler de ça, de la gouvernance fiscale, la gouvernance de l'État, au niveau de la révision des privilèges, au niveau des déplacements coûteux à l'étranger, le parc automobile, une justice sociale et en même temps une justice fiscale. C'est important d'ailleurs, mes collègues ils vont l'attaquer dans leur communication. Et surtout, un point que je considère également important, c'est la consolidation et de l'écoute
à la diaspora marocaine, le diaspora marocain qui est installé à l'étranger. D'ailleurs, la nomination des médecins, comme je l'ai dit, Slaoui, à l'échelon international, c'est une fierté nationale. Donc, on a beaucoup de compétences à l'étranger, et même au niveau national, il faut les mobiliser pour qu'ils soient ici et maintenant, qu'ils contribuent ensemble à la réalisation des grands rêves marocains. Et enfin, je vois que le post-coronavirus ne peut être qu'une période d'intégration maghrébine, africaine, parce que nous sommes un pays africain et le Maroc, c'est un pays qui investit beaucoup au niveau de l'Afrique. On a besoin d'une totalité au niveau du Maghreb et au niveau d'ailleurs, le Maroc a fait énormément d'initiatives pour développer la diplomatie économique, cette diplomatie des masques et des équipements sanitaires. Je m'arrête ici pour ne pas dépasser, j'ai dépassé le temps qui m'a été imparti, et je serai à la disposition des étudiants et des chercheurs pour répondre à toutes les questions qui seront posées. Merci beaucoup et je m'excuse si j'étais un peu lent. Merci beaucoup, professeur Mohamed Harakat. Vous êtes un grand professeur, irremplaçable, qui enflamme les curiosités par sa communication et nous apprend à apprendre. Pour résumer l'intervention du professeur Harakat, il a développé en premier lieu l'approche de la gouvernance mondiale de la santé, ensuite les particularités de l'expérience marocaine en matière de la gestion de la crise coronavirus. Pour conclure avec les enjeux et les perspectives de la réforme de l'État protecteur à l'ère de post-Covid-19. De cette analyse, notre professeur nous a suscité le rôle crucial de la gouvernance internationale comme seul chemin pour gérer cette crise internationale. Il a souligné aussi le rôle crucial de l'Organisation mondiale du santé en soulevant les principales critiques adressées à cette organisation. Il a aussi mis en exergue le cas marocain en soulignant une liste de recommandations pour un avenir meilleur. Merci beaucoup, professeur Harakat.